Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du comportement capacitif, c'est-à-dire le chapitre numéro 12, dynamique d'un système électrique. Vous allez avoir 3 capsules vidéo. Cette capsule vidéo permet d'introduire tout ce qui concerne le condensateur et plus exactement les formules très importantes que nous aurons besoin pour les capsules 2 et 3. Donc je vous propose de tout noter, de faire les codes couleurs parfaitement et de faire des schématisations très propres à la règle et tout comme il est indiqué sur les capsules suivantes. Donc on commence par la capsule 1, donc on va déjà s'intéresser à la modélisation d'un condensateur. Donc comment on va modéliser cela? Un condensateur est un ensemble de deux conducteurs placés l'un en face de l'autre et séparés par un isolant. Les deux conducteurs sont appelés des armatures du condensateur. Les armatures du condensateur chargé portent des charges égales en valeur absolue, mais de signes opposés. Il existe une tension entre les armatures du condensateur chargé. Donc on regarde un petit peu comment on peut le représenter. Ici, on a représenté ici les deux conducteurs, l'un en face de l'autre. Au centre, nous avons un isolant. Ici, on appelle ça les armatures du condensateur. Et si ici j'ai un signe plus, de l'autre côté, j'ai une charge opposée moins. Alors, regardons un petit peu déjà comment on peut avoir des condensateurs. Donc ça, c'est une modélisation de gros condensateurs. En réalité, ce sont des petits composants électroniques hein, qu'on verra en travaux pratiques. Donc l'idée, c'est quoi? C'est déjà de faire une petite modélisation de comment marche un condensateur. Donc on va regarder un petit peu cette application. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai positionné deux plaques, l'une en face de l'autre. Au centre, nous avons par exemple de l'air, un très bon isolant. Et on va chercher maintenant à mesurer tout simplement eh ben, comment évolue la tension aux bornes d'un condensateur déjà. Donc si je cherche un petit peu à regarder comment ça se passe, eh ben, je vais tout simplement augmenter petit à petit la tension aux bornes de la pile jusqu'à la valeur 1,5. Qu'est-ce qu'on constate sur les plaques? On constate que petit à petit, il y a eu des charges qui se sont accumulées sur les deux plaques. Évidemment, ici nous avons le signe plus et ici le signe moins. Le courant circule toujours du signe plus vers le signe moins. Mais les électrons, réellement, sont les électrons qui circulent ici. Et donc on a des électrons ici qui circulent du signe évidemment contraire au courant, et on voit que les électrons ne peuvent pas passer d'une plaque à l'autre. Et donc ici, nous avons ici des charges moins, et de l'autre côté, des charges plus. On constate aussi qu'il y a une accumulation, mais si j'avais pris la peine maintenant de mesurer la tension au bord du condensateur, donc je prends la tension au bord du condensateur, et là on constate que le condensateur a accumulé des charges, et que la tension à ces bornes est égale à 1,5 volts. Deuxième constatation, on regarde un petit peu maintenant ce qui peut se passer si on s'intéresse cette fois à l'énergie stockée. Donc l'énergie stockée ici, eh bien, elle dépend tout simplement de la géométrie et de la capacité. Alors ici, vous voyez, il est marqué capacitance. Vous n'en tenez pas compte du ans, vous mettez E. Donc comme stocké, vous mettez capacité, pas E, mais E tout. Donc on regarde un petit peu ici. On va tout simplement augmenter la tension jusqu'à 1,5 volts et on constate que la capacité atteint 0,30 picofarad. Donc ça, c'est l'unité de la capacité et s'exprime en farad. On constate aussi que le condensateur a stocké une énergie, 0,31 picojoules. Donc ça, c'est déjà intéressant. Qu'est-ce qu'on peut constater aussi? On constate que la surface et la séparation jouent un rôle important. Regardons pourquoi. Plus j'augmente la surface, plus l'énergie sera importante. Plus je diminue la surface, plus l'énergie aussi augmente. Donc ça, ce sont deux choses importantes. On dit que quand on diminue la surface l'épaisseur entre les deux plaques, eh bien on a une capacité de ici 1,77 picofarad, c'est-à-dire qui augmente. Si je m'écarte de ces deux armatures, on voit que la capacité diminue et que l'énergie aussi a diminué. Donc il y a deux facteurs sur lesquels on peut jouer finalement. On voit que la surface, plus elle est petite, plus l'énergie stockée sera petite, c'est normal, on voit bien qu'il y a moins d'électrons qui peuvent être stockés, et donc évidemment ici c'est le cas, et plus évidemment nous avons ici une séparation fine, moins il y a d'isolants, et s'il y a moins d'isolants, plus on peut aussi à nouveau avoir une capacité importante. Donc, puisque entre les deux armatures, il y a un isolant. Autre chose maintenant, si on revient sur le modèle maintenant de notre travail, on constate que si on prend une ampoule,
concrètement, si je me mets ici, je vais avoir la charge du condensateur. Et maintenant, je vais étudier sa décharge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends ici l'interrupteur et je vais venir le positionner sur la lampe. Bien entendu, ça a stocké de l'énergie. Donc là, actuellement, il est stocké. Et je vais pouvoir maintenant le positionner sur la lampe et on constate évidemment que la lampe déjà est éclairée et elle finit par de moins en moins briller jusqu'à même s'éteindre. Deuxième constatation, je reprends, je charge et je décharge. On constate qu'ici, les charges plus et moins vont circuler jusqu'à tout simplement se rejoindre quelque part. On voit que les électrons qui étaient ici accumulés repartent dans le sens pour rejoindre le plus. Et donc on voit que finalement on a bien quelque chose qui va circuler. Au cours de ces deux étapes, charge-décharge, l'intensité dépend du temps. La tension aussi dépend du temps, parce que si je m'amuse à prendre un voltmètre, regardez bien, je prends le voltmètre aux bornes cette fois du condensateur. Regardez bien, je vais me mettre aux bornes du condensateur, je vais le charger déjà dans un premier temps, et je vais le décharger. Donc regardons ce qui se passe. On voit que la tension aux bornes du condensateur diminue petit à petit jusqu'à même devenir absolument nulle. On dit qu'on vient de décharger le condensateur. Donc ça, c'est hyper intéressant. Deuxième chose que nous pouvons constater, c'est tout simplement cette fameuse énergie stockée. Que se passe-t-il si cette fois, j'augmente la surface et je diminue l'épaisseur entre les deux armatures? C'est-à-dire je diminue tout simplement l'isolant, l'épaisseur d'isolant que j'ai entre les deux. Je sais qu'alors la capacité est maximale. Je vais alors tout simplement décharger dans ma lampe et on s'entend évidemment à avoir quelque chose. Est-ce que ça va briller nécessairement plus? Non, puisque la tension ici, a priori, n'a pas changé. Nous avons toujours 1,5 volts. Donc la tension ici, la lumière de la lampe va rester aussi brillante. Par contre, ce qu'il va y avoir comme différence, c'est la durée de la décharge. On voit bien que ça va agir sur la durée de la décharge. Et ça, c'est tout ce qui va nous incomber sur les prochaines capsules. Comprendre pourquoi, évidemment, cette décharge est plus lente et comment on peut la caractériser. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qui va nous incomber sur les prochaines. On voit que comme elle a beaucoup accumulé de charge, il est donc plus lent à finalement se décharger. Et donc maintenant, on va revenir donc sur ce que nous avons fait juste avant, c'est-à-dire donc cette formule-là, elle n'est pas à connaître par cœur, elle donne des éléments de compréhension, la capacité donc d'un condensateur, elle est liée à une constante que multiplie la surface divisée par l'épaisseur, c'est-à-dire la distance qui sépare les deux plaques. Et on voit bien que si S augmente, la capacité augmente, si D diminue, la capacité aussi forcément augmente. Donc on va maintenant s'intéresser vraiment au modèle que vous devez savoir parfaitement traiter. Donc déjà la modélisation d'un condensateur soumis à un échelon de tension, c'est comprendre évidemment que vous avez une pile ici, que la pile va avoir une force électromotrice qu'on appelle grand E, et ça s'exprime en volts. On constate aussi que ici la partie la plus grande c'est le plus, et la partie la plus petite c'est le moins. Deuxième chose, on constate ici que nous avons la présence d'un interrupteur et ici la présence d'un condensateur. Donc premièrement, on va un petit peu étudier ce qui se passe. Donc la modélisation que nous avons fait tout à l'heure, on va la refaire ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je ferme évidemment le circuit, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, forcément, le courant circule toujours du plus vers le moins. Donc ici, le courant circule comme cela. Et le chemin des électrons, lui, se fait dans le sens inverse. Donc les électrons circulent dans l'autre sens. Et nous avons ici alors des électrons qui s'accumulent sur l'armature et qui deviennent négatives. Par influence, nous allons obtenir alors une plaque qui va se charger positivement. Et donc à la fin, elles ont deux signes complètement opposés. Donc première chose, on rappelle que les électrons se déplacent dans le sens inverse du courant conventionnel. Donc ça c'est pour vous aider à écrire. Je les ai écrits petit à petit. Il y a donc mouvement des électrons du générateur vers l'armature B. Mais les électrons ne peuvent pas passer d'une armature à l'autre à travers l'isolant. Ces électrons s'accumulent sur l'armature B. Donc l'armature B, c'est ça. Hein. C'est parce que ici j'ai mis le point B, mais c'est évidemment cette armature qu'on appellera ici B. L'armature B est donc chargée négativement. On dit qu'elle est chargée moins Q. Et par influence, l'armature A, c'est-à-dire celle-ci, se charge évidemment plus Q. L'électrisation des armatures crée alors une tension qu'on appelle ici UAB ou UC. Cette tension augmente jusqu'à devenir égale à E.
Et on voit ici qu'on a remis ici moins Q et plus Q. Donc deuxième chose à savoir maintenant, c'est l'intensité du courant et charge électrique. L'intensité du courant correspond au débit des charges électriques, c'est-à-dire à la quantité d'électricité qui traverse la surface S du conducteur par seconde. Donc dans le fil, hein, c'est pas rien à voir avec le conducteur des armatures tout à l'heure. Hein. Donc là, c'est dans le fil, évidemment, l'intensité, c'est le débit des charges par seconde que l'on peut avoir. Et ça, on connaît bien, puisque l'intensité du courant électrique est la dérivée par section du rapport entre la quantité de par rapport au temps de la quantité d'électricité qui traverse un conducteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, on savait le retrouver ça, puisqu'on a vu, nous, sur les piles, que Q, donc la quantité d'électricité, est proportionnelle à l'intensité et au temps. On pourrait écrire ça sous cette forme, I égale Q sur delta T. Et donc la phrase qui se trouve juste au-dessus, là, qui est un peu difficile à comprendre, c'est que pour un petit dI, eh bien, on aura une petite variation de charge sur une petite variation de temps. Et ça, quand la variation de temps devient très très petite, eh bien, on arrive à une expression, quelque chose que nous connaissons, c'est-à-dire en courant variable, I égale dQ sur dt. Et ça, c'est à savoir parfaitement et par cœur. Donc là, ce que nous utiliserons ici, c'est la première formule, il y en a 3 en tout, c'est I égale d de Q sur dt, très importante. Et on l'apprend par cœur. Donc I, c'est l'intensité du courant, dépend du temps, en ampères. dt, évidemment, c'est le temps en secondes, et quantité d'électricité en coulomb, c'est dQ, évidemment. On pourrait écrire ça sous cette forme, en régime continu, mais en courant continu, mais ce n'est pas ici le but de cet exercice. Donc ici, si on revient maintenant sur la représentation symbolique d'un condensateur, ici, donc, on peut repérer la tension aux bornes de AB comme étant la tension aux bornes du condensateur, donc on l'appelle ça UC de T. Il faut savoir la deuxième formule par cœur, c'est la quantité d'électricité est proportionnelle à la tension et à la capacité. Donc ça, c'est à savoir par cœur, Q de T égale CUC de T. Alors de manière générale, faites attention, utilisez des Q minuscules et des UC minuscules quand il s'agit de variables qui dépendent du temps. Et utilisez des grandeurs majuscules quand il s'agit de grandeurs qui ne dépendent pas du temps. Ici, c'est une constante, ça s'appelle la capacité du condensateur. Donc ça s'exprime la charge en coulomb, la capacité du condensateur en farad, et ça, c'est la tension aux bornes du condensateur en volt. Et Q, c'est aussi la quantité d'électricité circulée. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de marquer la charge, c'est plutôt, oui, c'est la charge ou la quantité d'électricité. Donc, deuxième chose, les 3 formules à connaître par cœur sont les suivantes. Donc, I égale D de Q sur dt, on l'a déjà vu, elle est très importante. Deuxième formule à retenir, c'est Q de T égale C UC de T. Donc, faites attention aux minuscules, minuscule petit i, petit q, petit uc, et grand C, puisque ça c'est une constante, ça ne dépend pas du temps. Et puis on voit bien qu'on peut très bien injecter Q de T dans cette expression. Et donc si on l'injecte, comme C c'est une constante, elle peut sortir de la dérivée, et on aura à tout simplement écrire la troisième formule, qui est une conséquence des deux premières, I de T égale CDUC sur dt. Voilà, alors c'est à chaque fois que vous voyez entre parenthèses de T, c'est pas multiplié par T, hein. C'est pour expliquer que l'intensité dépend du temps, et que la tension aux bornes du condensateur qu'on appelle UC dépend du temps. Voilà, c'est tout. Merci pour cette vidéo, merci pour avoir assisté à la vidéo, et je vous propose de nous retrouver maintenant pour la capsule 2. Bon courage à tous, notez tout ça correctement, et à très vite.